Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Quand les hommes, quand les femmes. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Mamadou Malé, l'auteur du livre La troisième voie, un livre, un véritable guide sur l'éducation financière. Bonjour Mamadou, comment tu vas? Merci Aurèle déjà de l'invitation. Merci à toi. Déjà, pour commencer par là. Si on est invité quelque part, c'est parce que la personne a bien voulu nous inviter. Super. Donc déjà, tout l'honneur va vers toi déjà, tout d'abord, c'est pas moi. Moi, je suis juste un investigateur d'un livre, en fait, tout simplement. Parfait, super. En tout cas, Mamadou, comme tu sais, on s'est connus sur les réseaux sociaux, on s'est vu dans la vraie vie. La relation continue à se développer. Aujourd'hui, tu as sorti ton premier livre. Tu es maintenant auteur, alors qu'à l'époque, quand je t'ai rencontré, je n'avais pas l'idée de créer un livre. Oui, tu as concrétisé ton projet. Voilà. Je suis super fier de toi. En tout cas, félicitations. Merci. Et je pense qu'il y a la communauté, même le monde, a besoin aujourd'hui de ce genre de contenu, ce genre d'ouvrage, pour pouvoir aider les gens à mieux gérer leurs finances et surtout, plus, avoir réellement des vrais conseils pratiques qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir développer leurs finances et aussi mettre en place des potentiels investissements pour eux, pour leur famille, pour les futures générations. Donc, Mamadou, j'ai lu ton livre, j'ai lu quelques pages qui sont super intéressantes, tu racontes des choses super vraiment pertinentes dedans, et j'ai quelques questions à te poser par rapport à cette entrevue qu'on va avoir toi et moi. Ici, c'est sans tabou, chez Quoi les hommes, sans tabou, sans jugement, bien sûr. Et on est dans une dynamique d'éveiller l'esprit critique et développer la nuance, parce que on a l'impression dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est plus dans une dynamique d'avoir une seule pensée, alors que non, il faut aussi critiquer aussi pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant, à se développer et à s'éveiller en fait, et à s'épanouir tous ensemble. Donc Mamadou, tu es prêt? Toujours prêt. Super. Donc du coup, pour pouvoir commencer, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi le titre La troisième voie. Bah déjà, même ton introduction, elle est intéressante. Super. Tu as dit éveiller. Pourquoi la troisième voie? Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui un peu binaire. Ça veut dire le bien, le mal, le positif, le négatif. Exact. C'est ces deux voies-là que tu as aujourd'hui. Moi, je dis la troisième voie parce que c'est la voie de la solution. Ouais. Alors, tu as pas d'éveiller les critiques. Très intéressant. D'éveiller les pensées. Super. Aujourd'hui, on est dans une ère où on va te dire, ça c'est toxique. Mais dire quelque chose de toxique, faire un constat, ça ramène nulle part. Exactement. Ça ramène nulle part. Et en plus, le mot toxique est devenu un mot, au réel, tu es toxique, comme si on est tous devenus des Marlboro. Non, c'est pas ça. Et moi, la troisième voie, c'est la voie de la solution. Super. La troisième voie, c'est la voie de la solution. Aujourd'hui, quand toi, tu as des problèmes d'argent, tu veux une solution à ton problème. Exactement. Tu cherches pas à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Tu veux une solution. Et donc, mon livre, je l'ai bien noté, pas de blabla, que des conseils concrets. Ça veut dire que dans mon livre, il est facile d'accès. Ça veut dire que c'est un livre où c'est un guide qui ramène que des solutions. Point barre. Je suis pas là pour te raconter ma vie. Je suis pas là pour te dire que le monde va mal ou il va bien. Je te dis, voilà les solutions dans lesquelles tu dois appliquer pour mieux gérer tes finances. Tout simplement. Super. C'est pour ça que je l'ai appelé la troisième voie. Qu'est-ce que cela représente pour toi? À part le fait que ce soit un guide. Mais pour toi, en tant qu'auteur? Bah, moi, ça permet de ramener une pensée qui n'est pas normalisée dans la société. Super. Aujourd'hui, tout le monde parle de soi. Mais parler de toi, une expérience personnelle, ça veut pas dire que ton expérience personnelle peut aider tout le monde. C'est faux. Aujourd'hui, on appelle ça des accompagnants, tu vois. Mais moi, je pense que c'est faux. Ton expérience personnelle peut aider peut-être quelques personnes, mais t'as pas la science ultime. Donc moi, je pars du principe que j'ai pris une pensée qui est basée à la base, pas sur la mienne, mais sur le contexte mondial aujourd'hui. Je peux te donner un exemple simple. Okay. Il y a 30 ans de ça, les sociétés majoritaires les plus riches dans le monde des actions étaient les sociétés pétrolières, dont Total, BP, etc. 30 ans après aujourd'hui, quand on entend les mastodontes des sociétés aujourd'hui, c'est quoi? Ces sociétés qui sont liées au digital, qui sont Google, Amazon, Facebook. Donc ça veut dire que le monde de l'économie a changé. A changé totalement. Ça veut dire qu'avant, l'or noir était le pétrole. Aujourd'hui, c'est la data. La data, exactement. Donc logiquement, je peux pas écrire un livre, donc je suis obligé de regarder le contexte actuel économique. Exactement. Et dire aux gens, attendez, l'éducation financière doit être revue. Parce qu'on est dans un nouveau monde aujourd'hui. Et l'économie va dans un sens. Exactement. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à actionner ces mouvements-là? Bah, logiquement, il faut réécrire. Ouais. Il faut réécrire, il faut contextualiser le monde dans lequel on est aujourd'hui et ramener des trucs modernes. Donc c'est pour ça que moi, je regarde le monde et je me dis, ça aussi, il faut que je le note et je le dis au monde. Il y a à la fois aussi, ça permet aussi de perdurer dans le temps en expliquant que voilà le monde dans lequel on vit, où on va et ça doit apporter aussi aux gens. Quand les gens le lisent, ils disent, franchement, il a raison parce que j'ai remarqué ça. C'est le retour que j'ai en fait en général. Super. On est dans un monde aujourd'hui où chacun veut ramener son expérience personnelle, mais le monde change. Mais en écrivant ton livre,
t'as peut-être pas eu peur que certaines personnes ne puissent pas le lire parce que tu sais bien que dans la communauté afro-caribéenne, lire un livre, c'est pas tout le monde qui se met à lire des livres aujourd'hui. Ouais, La preuve même, il y a même une phrase qui est connue qui dit que si vous voulez cacher un truc à un noir, il faut l'écrire dans un livre. ouais, mais quand tu es entrepreneur, tu dois être dans les sentiers battus. Si aujourd'hui j'écris quelque chose où je l'écris sur un format qui est un livre, en fait, quand tu fais quelque chose en tant qu'entrepreneur, tu prends un risque. Le risque aujourd'hui, c'est d'aller où les gens peut-être ont du mal à y aller. Dans ce cas-là, je vais donner un exemple simple. Il y a quelques années, les gens se battaient quand ils ont inventé les premières voitures. Oui. Parce qu'il y avait les charrettes et les chevaux. Mais ceux qui ont fait des voitures ne sont pas arrêtés. Exactement. Aujourd'hui, on a nos voitures. Donc, si à chaque fois, je rentre dans un contexte et je me dis, les afros ou les gens ne lisent pas, donc je dois pas lire, dans ce cas-là, je suis pas un entrepreneur. Je suis un mythomane. Voilà. Parce que l'entrepreneur, il va dans les sentiers battus tout le temps. Exactement. Il sort de sa zone de confort. Donc, voilà, toujours. Faut aller, voilà. Quand les gens vont à gauche, je vais à droite. Exactement. Tout simplement. Ah, super. Merci beaucoup pour ta réponse. En tout cas, chers auditeurs, écoutez ce que Mamadou va nous partager ce soir. Écoutez. Aujourd'hui, c'est dur, c'est chaud. Donc, Mamadou, à qui s'adresse ton livre? Est-ce que ça s'adresse aux mères au foyer, les femmes au foyer, les mères célibataires, les hommes célibataires? Il s'adresse à toute personne qui est étudiant, qui est salarié, qui est même retraité. Ok. À toute personne qui désire vivre dans ce monde capitaliste, tout en gérant bien ses finances. Tout simplement. Il n'y a pas de couleur là-dessus, mais il s'adresse à ces gens-là parce que, en vérité, toute personne aujourd'hui, c'est un livre plutôt qui est mondial, on va dire. Parce qu'en vérité, il englobe le monde. Tu vois ce que je veux dire? L'investissement, c'est mondial. Augmenter ses finances, c'est naturel. Exactement. C'est universel, on va dire. Universel, ouais. Tout simplement. Donc, en vérité, il n'est pas destiné à une communauté. Mais maintenant, c'est vrai qu'en tant que noir, quand j'écris un livre, logiquement, les noirs s'approprient plus que d'autres. Tout simplement. Super. Merci beaucoup. Effectivement, comme je vous répète encore, cet ouvrage promet de transformer la manière de voir la gestion financière. Donc, c'est vraiment un véritable guide. Donc, n'hésitez pas à la fin d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Ne vous arrêtez pas là. Parce qu'il y a encore des choses intéressantes que Mamadou va partager par rapport à son livre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Mamadou, pour quelqu'un qui débute, qu'est-ce que ce livre peut l'apporter en fait? Bah, il peut leur mettre déjà une nuance et aussi le dévoiler qui il est. Tu sais, il y a un truc que j'ai dans le livre qui est important. Tu veux savoir qui t'es? Regarde ton relevé bancaire. Il va t'en dire beaucoup sur ta personne. Et ça, je mets un chapitre là-dessus. Attends, du coup, vous qui vous regardez là, est-ce que vous regardez vos relevés bancaires? Fais l'inventaire de ta relevé bancaire. Il va te dire qui t'es vraiment. Et par rapport à l'argent, il va dire quelle personnalité tu as. Mais beaucoup de personnes ont peur des fois de regarder leur relevé bancaire. Bah, en fait, au bout d'un moment, si tu veux avancer, tu dois aller dans un sentier où tu as peur. Pour sortir de la peur, malheureusement. C'est traverser du désert pour avancer. Exactement. Donc voilà. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Parce qu'en vérité, les gens, aujourd'hui, on vit dans un monde où on veut mentir aux gens. Ce qui fait du bien à l'humain commence par lui faire mal au début. Tu vas dans les chemins qui te font mal, et au bout d'un moment, la douleur est de moins intense, et avec le temps, tu sors de ça et tu te dis, ah ouais. Et là, ça te fait du bien. Tout simplement. Quand on va au sport, on ressort avec des courbatures. Mais ça nous a fait du bien. Sortez les chemins battus, les Il n'y a gars. pas de facilité dans ce monde-là. Sortez de vos zones de confort. Comme tu as dit, il n'y a pas de facilité dans le monde dans lequel on vit. Tout s'acquiert avec le travail. Voilà. Tout s'acquiert avec le fait, comme tu dis, d'aller au-delà de nos pensées limitantes, comme on dit souvent certaines personnes. Donc, c'est vraiment important. Et Mamadou, je sais que tu as un parcours très pertinent qui est très inspirant. Peux-tu nous partager à nous et aux éditeurs de ce podcast ce qui t'a conduit à écrire ce livre? En fait, ce livre, déjà, faut dire la réalité, j'avais pas conscience pendant longtemps que les gens avaient des problèmes de finances personnelles. Faut dire la réalité, c'est que à force de faire, tu sais, moi là-bas, je suis entrepreneur, je suis dans le parfum, je suis dans la mise en relation. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais des lives? On est tombé dans les lives pendant le Covid, le confinement, et chaque soir, on essaie de faire une thématique. Et sur la thématique d'éducation financière, comment j'en parle avec les gens? Bah souvent, on me dit, mais d'où tu tires ça? Qui t'a appris ça? Et on m'a dit, mais il faut que tu fasses un truc là-dessus. Et big up à Visio aussi, qui m'a dit, il faut que tu écrives un livre. Visio Buzzfare, juste. Voilà, Visio Buzzfare. Comment à César, ça appartient à Qui a César. écrit effectivement près de 9 à 10 livres. Et vraiment, je vous invite à aller checker Visio Buzzfare sur Amazon. C'est vraiment un écrivain hors pair. Il s'appelle de toute façon Junior Peretz.
allez sur Amazon, il a écrit au moins presque 10 livres aujourd'hui et c'est quelqu'un qu'il faut encourager et mettre en lumière. Et tu sais pourquoi c'est bien de le nommer? Parce que lui, la différence de beaucoup de gens, c'est qu'il m'a dit, il faut que tu écrives un livre. Mais c'est pas, il a pas dit que ça. Il fait aussi des livres. Ce qui fait que, quand il m'a dit ça, je l'ai écouté, j'ai regardé ce qu'il faisait, je dis, mais attends, lui, il est pertinent. Déjà, il fait, et en plus, il me dit de le faire. Donc, aujourd'hui, t'as plein de gens qui disent, ils donnent des conseils, mais ils font rien. Donc, je me suis dit, quand il m'a dit ça, il m'a un peu percuté. Je me suis dit, ah, ok. S'il a dit ça, peut-être qu'il y a un chemin à prendre. Donc, c'est à partir de là, je me suis dit, ok, je vais aller sur un livre. Je dis, ah, je vais écrire un livre. Sauf que ça faisait quand même depuis le confinement. Donc, j'écrivais des petits bouts par là, mais j'avais pas encore de chemin. De chemin, ouais. Mais je savais que j'écrivais un livre. Mais maintenant, j'écrivais des petits bouts par là. L'idée était là et tout, mais tu n'avais pas encore vraiment, voilà. C'est pas par où commencer, mais tu avais l'idée déjà. Oui, parce qu'en vérité, je dois pas écrire ce qui existe déjà. Exactement. Donc, logiquement, je dois beaucoup réfléchir. C'est ça qui a pris beaucoup de temps, on va dire. Ok. Et du coup, par rapport à ton expérience, peux-tu nous partager une petite anecdote par rapport à un petit défi financier que tu as dû surmonter? Il y en a beaucoup. Non, Il y en a beaucoup, mais j'en prends une petite anecdote. Défi financier, je pense que c'est quand j'ai voulu avoir ma première voiture. Ok. Je me rappelle, ça avait coûté 12 000 euros. Je me suis dit, putain, j'avais rien. En plus, je devais passer le permis et avoir la voiture à 12 000 euros. C'est-à-dire que j'avais visé une voiture. Je me suis mis là-dedans. Et à partir de là, je vais chez mes parents. Je me suis mis pour but de mettre 750 euros par mois de côté. Ok. Ça veut dire que je donnais à mes parents une part, machin. Je faisais un peu de courses et je restais à la maison. À l'époque, je jouais à la PlayStation. Donc, je limitais vraiment mes coûts. Je rentrais à la maison, je jouais. J'allais même pas à la salle de sport, j'allais au parc. Ah ouais. Il y avait un stade aussi, j'attendais qu'il ouvrait pour aller courir là-bas. J'avais limité les coûts. Les centres commerciaux, j'y allais pas jusqu'à que j'ai le permis et la voiture. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand tu as tout ça, on se dit, ah, il est riche, lui, en fin de compte. Mais il est pas riche. C'est que vous avez pas vu les 2 ans de galère. Voilà, c'est ça. Et c'est là où tu te rends compte que les gens sont dans l'aboutissement de quelque chose. Ils sont pas dans le processus. Parce que quand tu arrives avec la voiture et le permis, on dit, attends, il a 19 ans, il a ça. Voilà. Alors, t'imagines pas le travail. T'imagines pas tous les sacrifices que tu as fait à côté pour voilà. Et les gens vont toujours regarder ça, ils vont parler que de ça. Exactement. Ils verront jamais le travail derrière, les sacrifices et tout ça. Et cette expérience-là te rend compte des années après que c'est le processus qui compte. Oui, c'est le processus, effectivement. Le processus et la finalité, comme tu as dit, qui compte. C'est que quand une fois que tu as eu ta voiture, tu étais heureux. Du coup, tu as totalement oublié, pas oublié, mais t'as relativisé sur toutes les souffrances, tout ce que tu as eu à mettre en place. Oui, parce qu'à cette époque-là, ils en avaient même pas ça. Exactement. C'est ça. Et on te met à un certain niveau, malgré toi. Même si tu dis aux gens, et t'as beau l'expliquer. Tu sais, il y a quelque chose qui est paradoxal aujourd'hui, et surtout à cette époque-là, c'est qu'on va jamais te demander comment t'as fait. On va te demander, on va plutôt te jalouser, ou même te critiquer, ou même parler de ce que t'as. Mais comment t'as fait, c'est pas une question qui traverse l'esprit des gens. Exactement. Et c'est dangereux. Et pourquoi d'après toi? Parce qu'on veut piquer un peu. En fait, malheureusement. Pourquoi d'après toi aujourd'hui, les gens quand quelqu'un arrive au bout d'un projet, au bout de quelque chose, les gens ils jalousent, mais ils ne cherchent même pas à savoir comment il a fait. Bah tu sais, ce qui est drôle, j'en parle dans le livre. Quand je parle des 7 péchés capitaux. Ah bon, on va y arriver. Ok, mais vas-y. Il y a un aspect qui est fort, c'est quand je parle de l'avarice. L'avarice, exactement. Ou quand je parle de l'envie. Quand je parle de l'envie, pourquoi les gens, parce qu'aujourd'hui on a normalisé la jalousie. Qu'est-ce qu'on fait? Admettons t'es fan d'Mbappé. On va mettre, Nike va mettre des Nike à Mbappé. Exactement. Toi, comme t'es fan de lui, tu vas regarder sa tenue vestimentaire, tout ça, et on va te pousser à l'envier. C'est-à-dire qu'on pousse chez les gens l'envie et la jalousie, et de se comparer à des gens qui ne connaissent pas, mais des stars qui sont multimillionnaires, dont ils portent des marques qu'ils ne portent pas. Donc on intensifie ça chez les gens. Donc quand ces gens sortent dans la rue, et te voient toi avec des tenues ou des voitures, ils ont la même expression en fait. Parce qu'on a grossi ça chez les gens. Tu dois te comparer, tu dois regarder la star, comment il s'habille, et tu vas t'habiller comme lui. C'est ça qu'il y a beaucoup de dépenses compulsives. Les gens vont acheter des Jordan à 200, 300, 400, des montres à Rolex qu'ils n'ont pas besoin, ils ont un téléphone, il y a l'heure, pourquoi tu veux Rolex? Mais ils vont le faire parce que on a poussé chez eux, les industriels, à envier, à jalouser les gens jusqu'à quand ils sortent dehors, au lieu de te demander à Aurel comment t'as fait pour avoir ça. Ah non. Il faut qu'ils critiquent le Vuitton que tu as. Mais les gens, comme ils sont habitués à se comparer, à jalouser les gens, ils ont normalisé ça dans la société. Exactement. Donc on se pose plus de questions aujourd'hui, on réagit. On réagit. Tellement on a normalisé. Tout ça, aujourd'hui, tout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a normalisé beaucoup de choses. Malheureusement. De toute façon, on va y arriver par rapport aux 7 péchés capitaux qui sont dans le livre de Mamadou Malé. Je vous invite encore à aller l'acheter ce livre. C'est vraiment une vraie pépite. Donc Mamadou, en tout cas, merci beaucoup de partager un peu brièvement ton parcours et quelques conseils aussi par rapport à un défi financier que tu as surmonté. Et je pense que ça va aussi
les différentes personnes qui vont nous écouter dans ce podcast et dans cette entrevue. Du coup, j'aimerais te poser une question. D'après toi, pourquoi autant de personnes ont du mal à gérer leur argent aujourd'hui? Est-ce une question de culture, d'éducation ou de système? Moi, je pense que déjà, il y a un manque de transmission. Okay. Parce que déjà, si on regarde le côté afro, aujourd'hui, on aime bien dire des choses qui sont quasi fausses et qui sont même graves à dire. Par exemple, si on regarde les Africains ont une éducation financière. Quand tu vois quelqu'un qui vient du pays, qui arrive à économiser, il vient tout seul, sans l'apport de leur famille. Ils sont venus tout seuls, ils sont venus ici. Il y en a, ils sont venus par l'apport de leur famille. Donc, quelqu'un, il a économisé de l'argent, il a envoyé là-bas pour qu'ils viennent. Même, on a même vendu des terrains là-bas pour qu'ils viennent. Exactement. Donc, quoi qu'il arrive, il a eu, en plus, quand tu parles de terrain, il faut mettre de côté, le mettre dans un terrain. Et après, après, on le vend quand on peut. Il faut y penser. Donc, on a une éducation financière. Exactement. Le problème, quand on parle de la transmission, c'est que tout ça, c'est des sciences en vérité. C'est des sciences qu'on a. Quand on parle de développement personnel, c'est une science. Donc, nous, on a bien une science qui existe. Exactement. Mais la problématique, on a deux problèmes là-dessus. Il y a deux volets. Première chose, cette science-là, on l'a pas sourcée. On l'a pas notifiée comme une science. Voilà. Deuxième chose, comme elle n'est pas notifiée et on n'a pas reconnu comme une science, on ne peut pas la transmettre. Donc, logiquement, quand toi, t'arrives et tu vois que ton père il est venu du pays, il a eu sa carte de séjour, il a un travail, il a économisé, il a eu des biens au pays, tu te dis, peut-être qu'à son époque, il a eu de la chance. Alors que non. Parce que parce que vu que tu n'as pas de science, quand tu n'as pas de science dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à imaginer des scénarios. C'est ça le problème de l'ignorance. Tu imagines des scénarios improbables. Ouais, mais à son époque, c'était pas cher, c'est pour ça qu'il l'a eu. Non. C'est juste qu'à cette époque-là, il l'a géré, il l'a mis de côté, et aujourd'hui, ça a pris de la valeur parce que ça fait longtemps qu'il l'a. Et c'est pour ça que la transmission n'est pas, on a stoppé au niveau de la transmission. C'est pour ça que dans mon livre, ce que je dis conseil concret, c'est que j'ai pas pris le système bancaire, j'ai pris le système que nos parents ont fait à la base. Exactement. C'est un système normal que tout le monde peut appliquer. Donc déjà, c'est pour ça qu'on a du mal. Déjà, la transmission n'y est pas chez nous. Pourtant, on a des figures physiques qui l'ont fait. Quand on voyage dans n'importe quel pays en Afrique, les gens en diaspora ont des terrains ou des maisons. En location. Donc, logiquement, on a une éducation financière. Exactement. Maintenant, mais ça n'a pas été nommé éducation financière. Ça n'a pas été nommé. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discours comme ça. Oui, nous, les Noirs, les Afros, on n'a pas d'éducation financière. C'est un peu le discours qu'on entend un peu partout, sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours. Alors que, comme tu dis, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, quand même, beaucoup ont été propriétaires fonciers, ont investi dans la terre. Et même, moi, qui viens de l'Afrique aussi, moi, j'ai vu par exemple mes tantes, elles avaient des business, elles vendaient au marché. Moi, j'ai vu des tantes à moi qui allaient au Bénin acheter des pagnes, des trucs, puis ils venaient revendre au Congo, ainsi de suite, tu vois. Donc, et dire derrière que nos parents n'avaient pas d'éducation financière, du coup, moi, je trouve des fois un peu ce discours un peu aujourd'hui. Ce discours-là, il a deux raisons. La première raison, c'est qui tient le discours. Un commercial qui vend son produit. Donc, logiquement, il n'a pas d'intérêt à te dire que tu as une éducation financière. Ça veut dire que tu as déjà ce que lui vend. Donc, logiquement, tu n'as pas acheté chez lui. Donc, logiquement, ce commercial-là, qui est sur les réseaux sociaux, n'a pas d'intérêt à te dire la vérité. Il va te dire qu'un discours qui prône vers son produit. Exactement. Donc, déjà, il y a ça sur les réseaux sociaux. Le deuxième volet qu'il y a, tu ne gères pas certains produits de la banque, les comptes certains de la banque, les actions, les choses bancaires. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas que cet axe-là aujourd'hui. Nos parents, quand ils investissent dans la terre au pays, qu'on ait terrains agricoles, qu'on construit des maisons en location, ils prennent l'argent, ils le mettent dans une banque, après ils le retirent et le mettent là-bas. Donc tout se passe d'humain à humain jusqu'à créer du patrimoine. Donc il n'y a aucun système bancaire là-dessus, il n'y a pas de crédit bancaire, c'est du fonds propre. Il y a des gens qui pensent que ça, c'est pas une manière. Le problème avec cette manière-là, c'est qu'elle porte ses fruits. Aujourd'hui, un afro, je le mets dans le côté investissement, quand je dis dans le livre que si tu veux investir en Afrique, ça va déplaire à plein de gens, mais chacun voit midi à sa porte. Je dis, mais si un afro veut investir en Afrique, la première chose qu'il doit faire, c'est pas de prendre son argent. C'est aller regarder chez son père, c'est sa mère, son grand-père, sa grand-mère, si il n'y a pas un terrain agricole qu'ils ont délaissé quelque part. Tout le monde en a en vérité, en Afrique. Commence déjà par répertorier déjà les terrains que vous avez délaissés, et il se peut qu'il y ait des terrains qui seront intéressants. Donc là, tu prends ton argent, tu prends ton billet d'avion, tu vas sur place, et tu peux investir dans ce terrain-là. Tu as fait mon argent, tu as dit un terrain. Exactement. Et en plus de ça, ça t'aide aussi à comprendre d'où tu viens, et l'histoire de tes ancêtres. Sachant que, avec tous les escroqueries qu'il y a, sachant que tu es assis ici, tu envoies de l'argent pour acheter des terrains, sachant que ça se trouve qu'il y a déjà ces trucs-là dans ta famille, mais c'est des choses qu'on ne dit pas assez aux gens. C'est pour ça qu'on retrouve dans beaucoup d'arnaques, dans beaucoup d'incompréhension. Parce qu'on ne veut pas dire les choses de manière simple aux gens. Prends un billet d'avion, va regarder ta famille, d'où ils viennent. Est-ce qu'il n'y a pas des terrains délaissés? Et tu vas voir qu'il y en a, bizarrement, il y en aura plein. Exactement.
Exactement. Et c'est ce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne pensent pas faire. Mais je pense qu'il y en a qui commencent à être dans cette dynamique. Mais ce discours-là doit être maintenu. Oui. Mais personne ne le maintient parce qu'aujourd'hui, les intérêts sont autre part. Ceux qui prônent ce que je prône là, bah, ils ont d'autres intérêts. Ils n'ont pas de dire à toi, va faire, hein. Achète chez moi déjà. Tu vois. Et il y a aussi le système bancaire. On essaie de faire aux gens que la banque, c'est la solution. Non, c'est pas la seule solution. Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions pour c'est pas la seule voie. Même dans ton livre, tu en parles même des solutions pour pouvoir investir, pour pouvoir effectivement même financer même des voyages et autres. Donc, tu parles notamment du week-end à 0 €. Tu parles de pas mal de choses intéressantes dans ton livre. Effectivement, en fait, en tout cas, vraiment, j'invite toutes les personnes à acheter ce livre. C'est vraiment un vrai guide pratique par rapport à l'éducation financière. En tout cas, merci beaucoup, Mamadou, par rapport à cette première partie d'interview où tu nous as partagé un peu, voilà, pourquoi la troisième voie, ton parcours et voilà, qui est hyper pertinent. Et je pense que les gens vont prendre des notes, prenez des notes en tout cas par rapport à tout ça. Et du coup, nous allons passer à la deuxième partie de notre interview où nous allons aborder un peu plus la philosophie de ton livre. Par rapport à ça, j'ai une question à te poser. Dans ton livre, tu proposes une approche équilibrée entre surconsommation et avarice. Notamment, tu en as parlé d'avarice tout à l'heure. Pourquoi cet équilibre est-il si difficile à trouver aujourd'hui? Donc, est-ce que c'est la pression sociale, publicitaire, culturelle, les influences de nos choix? En fait, ça revient aussi à un paragraphe quand je dis comment économiser de l'argent en faisant ses courses. Il y a un moment dans ça, je dis qu'il faut faire une liste de ses courses. Mais je dis pas que ça. Je dis après, je vais continuer. Je dis quand tu as fini tout ce que j'ai dit et tu arrives à la liste, tu dois t'y tenir. Pourquoi l'équilibre doit être là aujourd'hui? Ça veut dire qu'une fois que tu as nommé ce que tu as besoin, tu dois t'arrêter simplement à ce que tu as besoin. Aujourd'hui, il y a une incompréhension entre ce que j'ai besoin et ce que je désire. Il y a confusion. Tu peux acheter des choses dans lesquelles tu n'as pas besoin en réalité, mais tu désires l'avoir. C'est pour ça qu'on tombe dans ces travers-là. Et quand tu as cette différence? La différence, elle est très simple. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de s'abriter. Il y a des choses dans lesquelles si on les a pas, on perd pas de ça. Exactement. On a besoin de s'habiller. Mais s'habiller ne veut pas dire qu'on doit s'habiller avec Louis Vuitton. On peut s'habiller avec Jules, avec Céline, plein de marques. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vérité, est-ce que vraiment... Il y a même des friperies aussi. Exactement. Il y a des friperies qui... Il y a même des sites internet moins chers aujourd'hui de tous les prix. Exactement. Exactement. Donc logiquement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que, est-ce que vraiment c'est un désir aujourd'hui de mettre des trucs ultra chers? Il y a plein de gens aujourd'hui qui rentrent dans des magasins pour un but bien précis. Regarde les caddies de course, hein. Le mec qui rentre avec un caddie pour acheter simplement du lait, du sucre, du café, des choses comme ça. Tu vois des tablettes de chocolat, des Kinder, tu vois. Mais c'est normal, il y a des, comment on appelle ça, les espèces de produits qu'on met toujours en avant, là, quand on arrive dans des magasins. On met des espèces, je vais le nom même. Si on met tous des produits qui sont en promo et tout ça quand t'arrives. Oui, on met en rouge. En rouge et tout ça. C'est ce que j'explique. Pourquoi je parle de faire sa liste et s'y tenir? Parce qu'en vérité, si tu tiens pas, tu vas où il y a marqué en rouge et blanc, là. Solde, machin. Solde, voilà, c'est ça. Mais, mon frère, qui te dit d'y aller? Ta boussole doit être ta liste de courses. On te dit 2 produits achetés, un gratuit. Mais regarde comment on joue dans le cerveau des gens. On explique aux gens, tu vas acheter, t'as besoin de 2 packs de lait. Pourquoi t'en achètes 4? Et il y a un qui est offert. Ok, ouais, je veux dire. Dans ce cas-là, on va plus loin. Donc, tu vas rajouter, et tu vas te rendre compte quand tu fais le calcul, en vérité, il n'est pas vraiment offert, hein. C'est juste que, ça reste intellectuel, il y a juste marqué. Mais quand tu fais le calcul à la caisse, sur le ticket de caisse, tu te rends compte qu'il n'est pas vraiment offert, en fait. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis que liste, tu dois t'y tenir. Et t'y tenir, c'est important. Il faut se tenir. Quand tu rentres dans un supermarché, tout est fait aujourd'hui avec la musique. Il y a 2 problèmes aussi pour les gens. La musique, les lumières. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils vont au supermarché? Il y a 2 problèmes aussi. Quand tu as faim, tu as envie d'acheter tout et n'importe quoi. Cette histoire de faim. Voilà, il y a ça. En plus. Et en plus de ça, ils vont souvent dans une journée où ils ont plein de trucs à faire. C'est-à-dire qu'ils vont au centre commercial, ils vont se dire, bon, 14h à 16h, là, on doit être au centre commercial. Mais à 17h, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Ok. Mais, donc, ça veut dire que quand tu n'as pas le temps de comparer les prix, de faire autre chose, donc, logiquement, tu prends tout ce qui est en haut. Sans pourtant regarder. Sachant que les bons prix sont en bas. C'est en bas. Donc, tu es pressé. Donc, logiquement, aussi, ça aussi, il faut le dire aux gens. Quand tu vas faire tes courses du mois, prends une journée où tu as que ça à faire. Prends ta journée pour les courses. Tu prends ton après-midi, tu vois, mais tu consacres vraiment un vrai créneau pour ça, en fait. Tu vois, et aujourd'hui, quand on parle d'éducation financière partout, tu vas te rendre compte qu'on te dit, il faut se payer en premier. Mais moi, ce mythe, il me fait un peu peur, parce que je me dis, mais si la personne se paye en premier,
Elle gagne 2000 euros, elle prend 10%, elle le met de côté. Maintenant, les 1800 euros, elle sait pas les gérer. Donc, quand elle va claquer tous les 1800 euros, elle va les prendre les 200, elle va les manger après. Exactement. Mais si je te dis que commence par gérer tes courses en faisant des économies en faisant tes courses, donc déjà, quand tu vas mettre de l'argent de côté, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore économiser dans tes courses. Exactement. Tu vas économiser le week-end comme le week-end à zéro. Exactement. Donc, tu vas faire des économies sans te priver. L'économie même sur toutes les dépenses que tu fais, les assurances, les téléphones portables. Tout ce que je dis, c'est sans te priver. Tu as la vie comme tout le monde et tu mets plus de côté tous les mois. C'est ce que je prône. Les économies que tu fais là, ben après, c'est vraiment de pouvoir avoir quelque chose pour pouvoir épargner de côté. Exactement. Et il faut pas se mentir, hein, quelqu'un qui n'a pas d'épargne dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, pour moi, il est mort avant l'heure. Hein. Tous les imprévus qu'on a aujourd'hui, les amendes, tous les trucs qu'on a, ou les coups de fil, où on sait même pas où les amendes dans la boîte à lettres, tout ça. Mais en fait, on vit dans un monde, en fait, on s'en rend même pas compte, mais il est vraiment méchant. Le monde est dur, avec l'inflation encore, avec tout ça. En plus, depuis le Covid, hein, on vit dans une espèce de restructuration du monde dans lequel on vit, dans lequel on est, et de plus en plus, les choses coûtent cher. Regarde, là, par exemple, quand on voit juste l'énergie, combien coûte aujourd'hui le gaz, l'électricité, c'est aberrant, c'est pas possible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'éducation financière, et moi, je pense que c'est un sujet d'utilité publique. Ça doit être, comme on dit, la base même, la base de tout. De toute façon, la preuve même, si on ramène un peu au niveau des relations hommes-femmes, la raison même principale de beaucoup de divorces, c'est l'argent. Mais tu sais pourquoi? Parce que l'argent n'est pas démystifié. Voilà, donc, il y a des couples où pour la personne, l'argent doit être une source où il doit même plus en rester. L'argent est rentré. Ah, c'est rentré. Faut entendre quand l'argent rentre. Hein. C'est rentré. C'est comme si ça doit plus exister. Par exemple, on va au magasin. Ma paix est rentrée. Et il y a l'autre qui se dit, l'argent est rentré, on a encore à manger, on fera les courses la semaine prochaine. Donc, un couple comme ça, où l'émotion de l'argent est devenue quelque chose une discussion de tension, moi, c'est compliqué. Donc, il faut calmer ça. Mais après, il y a une autre force, c'est faut qu'on dise. Les industriels, moi je parle de 7 péchés capitaux, parce que les industriels, ils utilisent ça contre nous pour nous faire dépenser. Exactement. Donc, on dit que l'éducation financière est importante, mais il y a des forces aujourd'hui qui luttent pour que l'éducation financière ne soit pas dans la tête des gens. Exactement. Sinon, on vit dans un monde où tout le monde fait attention, où tout le monde est calme, et donc, il y a des gens qui ne poussent pas les gens à la surconsommation ou au crédit à la consommation. Exactement. Et les banques, les premiers, les industriels en deuxième, il y a des gens qui dépensent l'argent de l'avenir. Parce que c'est quoi un crédit à la consommation? C'est dépenser l'argent que tu n'as pas, mais tu es en train de dépenser l'argent de l'avenir. Quand les prochaines payes arrivent, déjà, sont absorbés. Donc tu dépenses l'argent de l'avenir bien maintenant. Pour le dilapider aujourd'hui. C'est ça un crédit à la consommation. Ouais. Les crédits à la consommation, plus beaucoup sont dans ça, les crédits à la consommation. Et même quand tu parles par rapport aux dépenses, moi je me rappelle pendant le Covid, à un moment donné, les gens ne consommaient plus comme avant. À un moment donné, les gens faisaient attention parce qu'ils ne savaient pas trop où on allait. Après le Covid, on sait, après le Covid, on va où et tout, on ne sait pas trop. Et les gens, beaucoup, mettaient maintenant plus d'argent dans leur compte, le compte d'assurance vie et tout ça. Et même à un moment donné, l'État dit oui, les assurances vie là, on va commencer à les taxer et tout, pour pousser les gens à aller à consommer, en fait. Parce que, ils se rendaient compte que les gens commençaient à faire un peu attention. Et notamment, je suis d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, cette question d'éducation financière, on fait en sorte que les gens ne soient pas, comme on dit, instruits là-dessus, en majorité, parce que ça, comme dit, ça ne favoriserait pas les banques et toutes les institutions financières. Mais le Covid, c'est le meilleur exemple. Pendant le Covid, moi, ce qui était fort, c'est là, tu vois la compétence des gens. Il y a des gens qui faisaient du pain à la maison. Oui. Ils n'allaient plus à la boulangerie. Non. Donc, pose-toi la question. Ces gens, ils n'ont pas d'éducation financière. Quand les gens sont au pied du mur, il faut rechercher des ressources au fond d'eux. Exactement. L'être humain, il est comme ça. Oui, de toute façon, c'est ça. Hein. Donc, il est dos au mur. Maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Dos au mur, ouais. Il recherche maintenant des solutions au fond de lui. Aujourd'hui, il faut vivre dans un monde capitaliste où on est toujours dos au mur parce qu'on marche toujours vers l'incertitude. Exactement, oui, la diversité, l'incertitude, donc c'est important. Donc du coup, par rapport à la question, donc pour être dans cette approche équilibrée entre surconsommation et avarice, faut savoir bien définir quels sont tes désirs et quels sont c'est-à-dire les désirs et la différence entre les désirs et les besoins. C'est ça. Bien définir c'est quoi mes besoins. C'est quoi mes désirs par rapport à mon mode de vie et à mon mode de gestion financière. Comme ça permettra à tout un chacun de pouvoir faire des économies. Avec ces économies, pouvoir investir ou épargner ou faire pas mal de choses intéressantes. Super, en tout cas, merci beaucoup Mamadou. Et on parle depuis un petit moment des 7 péchés capitaux. Effectivement, dans ton livre, tu parles des 7 péchés capitaux dans la consommation. Donc, comment le monde dans lequel nous pousse à dépenser, nous pousse à gérer notre argent. Peux-tu nous expliquer ce qu'ils sont et comment ils nous poussent à dépenser de manière irrationnelle? Bon, tu as donné un peu quelques petits détails, mais j'aimerais que tu fasses un focus sur un ou deux péchés
qui vont marquer nos auditeurs, comme la paresse ou l'envie? Bah, la paresse, on va commencer par la paresse. On va commencer par la paresse. Prenez des notes, prenez des La notes. paresse, il y a deux axes. Il y a la paresse intellectuelle et il y a la paresse physique. Ok. On va commencer par la paresse physique. Aujourd'hui, si les gens... Tout est dans le livre, hein? Voilà, quand les gens regardent, par exemple, combien ils dépensent avec l'application Uber Eats, ils vont être choqués. Regardez les frais de livraison. Regardez les frais, regardez la dépense que vous dépensez sur Uber Eats. Faites un mois où, allez 5 fois sur Uber Eats dans le monde, vous êtes plus à 100, vous avez dépensé 100 euros déjà. Mais pourquoi? Parce que vous avez eu la paresse de, j'ai la flemme de faire les œufs qu'il y a au placard. Si t'as la flemme, fais des omelettes. Non, je vais commander sur Uber Eats un bon poulet chez poulet braisé. Je te retrouve à 18, 20 euros. 20 euros. Mais quand tu regardes les frais, au moins 3, 4, 5 euros. Tu fais ça 5 fois dans le mois, tu es déjà à plus de 100 euros. Tu vas mettre tes 100 euros là, tu peux les mettre de côté. 100 euros sur 12 mois, c'est 1200 euros. Hey, Tu vois ce que je veux dire? ça, c'est 12 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que 1200 euros, c'est presque un salaire pour certains. Donc logiquement, tu avais les moyens. C'est un 13e mois. Tu avais les moyens. 1200 Mais tu as subi, tu te dis quoi? Oh, j'ai la flemme, je vais faire ça. La paresse physique. Maintenant, on rentre dans la paresse intellectuelle. C'est là où ça devient plus intéressant. Et les industriels l'ont bien compris. La paresse intellectuelle, c'est quoi? Aujourd'hui, tu as des livres à 10 euros, 5 euros, et même encore pire que ça, tu as des livres gratuits. Aujourd'hui, avec une pièce d'identité, tu vas à la bibliothèque, on est en France. Exactement. Exactement. Bibliothèque, tu vas prendre des livres, tu les lis. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre l'application Audible. Tu la payes tous les mois. Tu vas l'écouter peut-être 1 ou 2 livres le premier jour. Après, tu n'écoutes plus. L'application continue, l'abonnement, on te prélève tous les mois. Exactement. Tu n'y vas pas tout le temps, tu n'écoutes pas toujours des livres audio, tu n'écoutes pas de podcast audio. De toute façon, il y a même des trucs gratuits, hein, mais bon, bref. Tu as choisi l'application Audible. Par contre, sur celle-là. Donc, ta paresse intellectuelle t'a poussé à prendre une application que tu as payée tous les mois. Le problème avec les abonnements, ce qui est bon, c'est que quand tu prends un abonnement, il devient, au bout de 2-3 mois, il devient un quotidien de ta vie. Tu le questionnes plus, hein. Tu le rajoutes dans tes dépenses. Exactement. Ça devient Chaque normal. personne qui prend un abonnement va s'en rendre compte que c'est facile pour le prendre, mais par contre, pour enlever l'abonnement, il faut envoyer un courrier et tout. Et comme tu es dans la paresse intellectuelle de lire un livre, alors écrire un courrier, c'est autre chose. Ou te désabonner. Et c'est pour ça que, donc, ça devient une dépense supplémentaire et tu vas normaliser dans ton train de vie. Et c'est que les industriels ont compris. Au lieu, si tu dis, tu payes d'un coup 1 an Audible, ils vont te dire non. Tu dois le prélever. C'est comme Fitness Park. Tu dois prélever les abonnements. Donc, la paresse intellectuelle fait que... En plus, c'est abonnement automatique. C'est-à-dire que... Exactement. Et après 1 an, c'est au renouvellement automatique. Donc en fait... la paresse intellectuelle, ils vont jouer de ça. Et la paresse physique, parce que quand ils créent une économie, ils le basent sur les péchés capitaux. Et sur la paresse, et c'est pour ça que beaucoup de gens, au lieu d'acheter un livre, ou même pas l'acheter, hein, aujourd'hui on est dans un système où limite la bibliothèque c'est gratuit. Et c'est dans tu loues ton livre gratuitement. Toi tu vas prendre une application. Tu vois ce que je veux dire? À quoi ça sert cette dépense-là? Et quand tu n'es pas éduqué financièrement, tu te dis quoi? Ah non, mais je prends l'application. Et je te garantis, hein, plein de gens ont des abonnements aujourd'hui. Oui, plein. Faites répertorier vos abonnements, vous allez voir que, est-ce que vous les utilisez Ils vraiment? n'utilisent même pas. C'est comme même les applications. Il y en a qui ont des applications de leur téléphone portable, ils n'utilisent jamais. Du coup, ça influe sur la batterie. Pourtant, Il faut la batterie du téléphone. Oui. Donc toi, ta batterie, ton téléphone, il s'use, tu dépenses de l'argent, et à la fin, tu dis que là, le pays est cher. Donc, c'est jamais de ta faute. Malheureusement. C'est jamais la faute de quelqu'un. C'est toujours la faute des autres. Donc, là, c'est pas l'État qui le fait ça. Ça, c'est toi. Là, c'est pas Macron, là. Parce que c'est facile de dire c'est Macron. Là, c'est pas Macron qui dit Audible. C'est toi qui y vas. C'est pas Macron. C'est toi qui veux commander. C'est toi qui t'apparaissent. Exactement. C'est ça. Donc, la paresse et tout. Donc, tout ça, c'est par rapport à la paresse et du coup, par rapport à l'envie. L'envie, j'en ai parlé tout à l'heure. L'envie qu'on a aujourd'hui, c'est que quelque chose qui est normal et intrinsèque à l'humain. Quand on voit quelqu'un qui a une réussite, on a envie de réussir tous. Quand on voit quelqu'un qui a une réussite, quand même, des fois, on le regarde, on fait un peu de la veille. On regarde un peu comment il est, etc. Là où ça devient dangereux, c'est quand tu commences à envier la personne. Le culte de la personnalité. Aujourd'hui, on est dans ça. Aujourd'hui, il y a personal branding, il y a plein de choses comme ça. Donc, le culte de la personnalité. Tu commences à te dire, tu commences à t'identifier à la personne et à prendre ta réussite comme une personne. Et tu envies la personne. Tu te compares à elle et tu la suis partout. Surtout au monde d'Internet où on scrolle partout. Là. Exactement. Tu vois? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas envier la personne et quand tu l'envies, le piège fondamental, c'est que tu vas commencer à porter les vêtements qu'il porte. Quand tu envies une personne, exactement. Tous les jours, tu vas regarder ce qu'il fait. Expliqué par rapport à Jordan et tout ça. Exactement. Et les marques ont compris ça. Mbappé. Ils prennent quelqu'un qui a une forte influence, on lui met les marques. Oui, c'est ça. Les influenceurs, tout ça. Quand tu vois quelqu'un qui a un premier salaire, il va directement acheter une marque. À ton avis, il l'a eu où?
Ouais. chérir une personnalité qu'il a commencé à envier. Exactement. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les influenceuses. Aujourd'hui, même la majeure partie, même, tu vois, même, aujourd'hui, même dans toutes les campagnes publicitaires aujourd'hui, à l'époque, on prenait des sportifs, des artistes et tout. Aujourd'hui, on prend de plus en plus des influenceurs. Parce que c'est le côté, ça, c'est le côté négatif de l'envie. Parce qu'il y a le bon côté. Quand tu prends quelqu'un et vu que tu le regardes et tu l'envies, tu as envie de te surpasser plus. Exactement. Mais on n'est pas dans ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans le deuxième, le mauvais, le négatif. En se disant, ah, ok. Ah oui, t'as vu la veste de 8 ans qu'il a porté, t'as vu le truc qu'il a porté, t'as vu la voiture dans laquelle il roule, mais tu sais, là, je te pose pas de questions. Donc toi, maintenant, quand tu penses voiture, tu penses la voiture à l'autre. Au mec que tu as envie. Mais tu n'as pas assez de moyens, tu fais comment? Crédit à la consommation. Crédit à la conso, ou on tombe. Plusieurs fois sans frais. Ou on tombe dans les sites et tout ça, quoi. Il fait une pub avec il a un téléphone et machin, tu vas acheter un téléphone. Pourquoi les gens vont acheter, par exemple, des téléphones chers de 1500, 1700 euros? C'est fou, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est plus qu'un loyer. Mais imagine ce qu'ils font, les gens. Ils ont vu ça dans la main de leurs idoles. Ça veut dire que ton salaire n'est même pas équivalent au téléphone, mais là-bas, mais tu vas quand même, dès que tu penses téléphone, tu penses à ce téléphone-là. Bah, c'est pour ça qu'on est dans cette ère-là aujourd'hui. Okay. Donc, quand on parle de l'envie, on pousse les gens aussi à ça. Ah, ok. Super. En tout cas, merci beaucoup. Sinon, si vous voulez en savoir un peu plus par rapport aux 7 péchés capitaux pour nous pousser à la consommation, tout est dans le livre de Mamadou, La Troisième Voie. Donc, et c'est pour ça que je parle, attends, pour finir pour les 7 péchés capitaux, ce qui est important, c'est que si tu ne maîtrises pas cet aspect des 7 péchés capitaux, l'environnement dans lequel on vit, tu pourras pas économiser en réalité. C'est pour ça que je parle de ça. Parce qu'en vérité, tu peux pas économiser quand tu sais pas dans quel contexte tu vis. Là, quand on parle d'éducation financière, il faut contextualiser le monde dans lequel on vit. Tu vis dans un monde qui te pousse avec ces aspects-là. Donc, tu dois les maîtriser pour savoir comment les déjouer. Super. Prenez note, hein. J'espère que vous avez compris. Hein. Maîtriser les 7 péchés capitaux afin de pouvoir les déjouer pour mieux, bien sûr, avoir une éducation financière saine et équilibrée. Donc, merci beaucoup, Mamadou. Donc, on va avancer dans notre interview. Dans ton livre, tu parles d'une histoire. L'histoire de Nzinga. Cet esclave devenu entrepreneur puissant. Hein? Pourquoi as-tu choisi cette parabole et quel message clé souhaites-tu transmettre? Ça, c'est une des méthodes d'épargne que j'explique. Super. Et cette méthode d'épargne-là, au début, quand je l'ai écrit, je me suis dit, comment la faire comprendre au plus grand nombre? Et je me suis dit, mais en fait, chaque méthode, je dois l'écrire d'une manière différente. Et cette méthode-là, je vais l'écrire en forme d'histoire. Donc, j'ai contextualisé le monde d'aujourd'hui. La plupart des gens sont salariés. Mais pourquoi beaucoup de gens ont du mal à passer de salarié à leur projet? Pas entrepreneur, mais faire leur projet au pays, ici, faire un projet qui leur tient à cœur. Pourquoi ils ont du mal? Parce qu'ils ont du mal à épargner. Donc, j'ai pris l'exemple de Nzinga, parce qu'en vérité, j'ai dit que j'ai mis le salarié d'aujourd'hui dans un esclavage moderne. Exactement. C'est dans ça qu'on est. Et esclavage moderne, comment on en sort? Et j'explique qu'est-ce qu'il a appliqué lui pour sortir de l'esclavage moderne. Et aujourd'hui, tu peux prendre cette qualité d'esclave que j'ai mis, c'est un esclave, qui a un maître, donc ton patron aujourd'hui, et à la fin, c'est lui qui nourrit le patron. Si vous voulez connaître un peu plus cette histoire, cette parabole. J'ai mis le truc. Donc aujourd'hui, tu peux travailler pour un patron, économiser de l'argent en étant salarié, faire ton projet, et à la fin, plus dépendre de ton patron. Exactement. C'est ce que j'explique. Mais j'ai mis sur forme d'histoire, parce qu'en vérité, les cerveaux ne sont pas les mêmes. Il y a des gens que, quand tu vas la mettre sur forme d'histoire, ils vont adhérer plus rapidement, ils vont comprendre la psychologie. Exactement. Il y a des gens, quand tu leur mets littéralement, ils vont pas apprécier. On est des humains, on aime les histoires de Disney. Exactement. Donc il faut quand même écrire d'une manière un peu, voilà, universelle. Un peu imaginer un peu la chose, un peu, voilà, comme on dit, compter un peu la chose, quoi, afin de pouvoir mieux transmettre l'information, afin que ça soit plus audible et plus compréhensible à n'importe qui. Même aux personnes même qui n'ont pas fait de longues études, en fait. Exactement. Effectivement. Non, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça sous forme de parabole. Et c'est vraiment une histoire hyper pertinente et intéressante. Et je vous invite tous à aller lire cette histoire, cette parabole dans le livre de Mamadou qui est super pertinente. En tout cas, merci beaucoup Mamadou pour avoir éclairé un peu à ce niveau. Bon, bien sûr, on n'est pas là pour donner tout ce qui est dans le livre. Faut qu'on pousse aussi les gens à aller si je veux, acheter le livre et ça tient comment je dis tout. Non, toi aussi, quand même. Ça serait trop facile. Ouais. Parfait. Donc, du coup, on est dans l'éducation financière. Et aujourd'hui, l'éducation financière semble absente de nos sociétés. Pourquoi, selon toi? Bon, tout à l'heure, tu as parlé un peu de, voilà, que c'est un peu c'est un peu comme on dit, c'est un peu comme on dit, un peu le monde dans lequel on vit qui fait en sorte que
cette éducation financière ne soit pas non plus accessible à tout le monde. Ça fera pas, comme on dit, les affaires des institutions financières, des banques et autres. Et comment la troisième voie peut combler ce manque? Bah, en fait, ce qui est bien dans le livre, La troisième voie, pourquoi je l'appelle la troisième voie, c'est que dans tout ce que tu lis, ce sont des contextes ou des façons de voir la vie ou des trucs que tu as vécu. Quand je parle des courses, tous les mois, on va au magasin. Exactement. Donc, quand je te parle de quelque chose, c'est quand tu vas au magasin, quand tu vas lire le paragraphe, tu vas te dire, ah ouais, le livre, il a dit ça. Je te parle pas d'un truc que tu dois imaginer. C'est un truc que tout le monde fait dans la vie. À un moment, je te dis, il est préférable, sur certains cas, de louer et d'acheter, ou d'acheter. Quand tu vas demain penser à une perceuse, tu vas te dire, ah ok, le livre, il a dit, comme tu as lu dans la tête, tu vas te dire, ah ouais, est-ce que ce truc-là, c'est pas grave, regarde comment on peut l'acheter. Et regarde comment on peut le louer. Tu vas comparer les prix. Exactement. Donc, ce sont des choses que tout le monde fait dans la vie quotidienne. Sauf que je te montre la solution qui est adaptée à ton cas. Donc, en vérité, c'est pour ça que c'est très simple d'accès. La plupart des gens qui l'ont lu, ils m'ont dit, mais ton livre, il est trop facile de compréhension. Mais il a été écrit longtemps à cause de ça. Parce que je l'ai écrit, il y a Tombé, Big Up à elle, qui a refait la relecture pour faciliter encore plus l'écriture de ce livre-là. Tu vois ce que je veux dire? La compréhension. La compréhension pour que ça soit vraiment un truc basique que tout le monde peut comprendre. Ok. Avec un langage. Voilà. Et pourquoi elle aussi Tombé, elle a aidé à ça. Mais ça vient pas que de moi, parce qu'il faut dire aux gens. C'est quand je lis le livre de Rick Ross. Ouais, Rick Ross. Quand je lis le livre de Rick Ross, là, quand je lis son livre, il écrit d'une manière très simpliste son livre. Tellement simple que tu te dis, mais il se prend pas la tête. Et je me suis dit, quand j'ai ça, je me suis dit, mais en fait, si je dois écrire un livre, il doit être aussi simple que ça, en fait. En termes d'écriture, il doit être simplifié. C'est pas de la littérature où je vais te raconter Mozart. Non, je vais te raconter un truc où, quand tu vas lire, tu vas être très simple. Et l'économie doit être simple, en fait. On ne va pas écouter. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut complexifier les choses. Ouais. Rendez-le simple d'accès, et on aura plus de gens qui géreront mieux leur argent. Mais bon, comme c'est pas la volonté de tous. C'est pour pouvoir... Oui, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde veut faire prévalence à personne. Exactement. On te parle de paradigme, on te parle de mots compliqués. Non, les gars, terre à terre, on est des humains, on a le glissement. Parmi tous les conseils, bien sûr, que tu as donnés, lesquels une personne pourrait appliquer dès demain pour améliorer sa situation financière? Bah déjà, j'ai parlé de l'inventaire. Inventer déjà faire un inventaire de son relevé bancaire. Tout commence par là. C'est la réalité. Tu prends tes relevés bancaires, tu regardes tes dépenses, tout ce que tu dépenses dans le mois. Déjà, c'est la première chose qu'il faut faire. C'est vraiment important. Au niveau de la pratique. Et après, par rapport au livre, il y a des stratégies que je dis d'épargne. Il n'y en a pas qu'une, il y en a une dizaine quand même. Et selon les 10 stratégies que tu en choisis une. Ça peut être le défi Umrah, comme je dis, chaque semaine, tu mets 1 euro, 2 euros, 3 euros, et la 52e semaine, tu mets 52 euros, à la fin, ça fait 1378 euros. C'est déjà un bon début. Quand tu n'as jamais économisé, si à la fin de l'année, tu as mis 1 euro première semaine, 2 euros la deuxième semaine, 3 euros la troisième semaine, et à la dernière semaine, c'est 52 euros, tu as mis 1378 euros. Pour quelqu'un qui n'a jamais économisé, il a mis 378 euros de côté. Il peut, au cas où il a une amende ou un problème ou je sais pas, un décès, il peut quand même, il a déjà 1378 euros d'avance. C'est un livre pratico-pratique, C'est pas, c'est pas une balade, quoi. Vous avez compris, C'est vraiment un livre très, très pratique. Pour une personne qui débute, quelles sont les 3 premières étapes que toi tu conseillerais pour prendre bien sûr le contrôle de ses finances? 3 étapes. 3 étapes. Comme je t'ai dit déjà, la première chose, c'est, comme je te l'ai dit, toujours faire un inventaire. Parce qu'en vérité, il faut une base. Ça, c'est obligatoire. Si t'as pas de base. La deuxième chose, parce que après, le plus simple, et ça, c'est savoir comment on dépense. Mais il y a une chose qui est simple aussi d'accès, c'est combien rentre par mois. Parce qu'en vérité, c'est 2 choses. Les 2 volets, c'est si tu sais pas ce qui rentre, en fait, on sait tout ce qui rentre. En général, c'est le salaire pour beaucoup de gens. Donc, ce qui rentre, c'est facile d'accès. Maintenant, ce qui sort, ça aussi, tu dois le noter. Une fois que tu as fait ça, la troisième chose que j'ai à dire, regarde les choses que tu n'utilises pas. Par exemple, il y a des gens qui ont l'abonnement Fitness Park qui disent, ça fait 3 mois, ils n'ont pas été à la salle de sport. Ils payent. Il y en a, ils ont des assurances de toutes sortes. Je sais même pas s'ils en ont besoin. Résilie, les assurances que tu as besoin. Ou même pas plus loin que ça. Compare les assurances. Exactement. La comparaison, je dis, ouais. Il y a des assurances aujourd'hui qui sont pas physiques, qui sont en ligne. Qui sont moins chères que les assurances physiques. Pourquoi tu vas pas regarder? Les banques aussi. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont même pas, qui vont dans des banques physiques. Il y a des banques en ligne aujourd'hui qui coûtent 0 frais. 0 frais. Carte bancaire gratuite.
Donc, va vers là aussi. En fait, il faut questionner tes achats. Pour conseil que j'ai donné pour commencer, questionne ce que tu fais. Ok. Quand tu vas poser des questions à ce que tu fais là, tu vas trouver 1 million de réponses. Tu vas dire, putain, je suis con. Donc d'abord l'inventaire, après tu questionnes tes achats. Et après, du coup, la troisième étape. Une fois que tu as questionné tes achats, commence à éliminer. Élimine vraiment, parce que si tu l'élimines pas, parce que quand tu vas voir que tu as éliminé tel poste, tu n'avais pas besoin, hein, ton train de vie ne change pas, tu vas te rendre compte qu'il y a même des gens qui ont des assurances pour des téléphones. Hein. Je ne sais même pas pourquoi. Oui. Il y a 2 ans, tu l'as. On paye des assurances, on paye des fois la même assurance, on paye des fois plusieurs assurances pour la même chose, en fait. Exactement. Donc, tu vas te rendre compte, et quand tu vas couper tout ça, à la fin, tu vas te rendre compte qu'il te reste toujours de l'argent à la fin du mois. Donc, si tu veux commencer, commence par ces axes-là. Ok. Donc, inventaire, questionnement de ce qu'on dépense, et après, on fait le tri, on élimine. Pour pouvoir, bien sûr, derrière, récupérer cet argent qui était souvent trop dépensé pour rien. Exactement. Parfait. Dans ton livre, tu parles des banques. Tu sais que les banques ne sont pas nos alliés. Tu dénonces certains de leurs pièges dans le livre. Quel type de piège courant qu'on peut éviter? Tu peux nous citer par rapport à ça? Déjà, pour aller plus loin, je vais citer qu'un seul piège, parce que il y a un piège qui est le domaine de la psychologique, qui est très fort. C'est que quand toi, tu vas à la banque, là, on appelle ça banque, on appelle ça la personne qui te reçoit, tu l'appelles conseiller, conseiller bancaire. Exactement. Donc, déjà, psychologiquement, tu te dis pas que c'est une société, et c'était un commercial qu'ils ont appelé conseiller. Toi, tu dis que c'est ton conseiller. Donc, logiquement, quand tu as un problème, tu vas avoir des gens qui te conseillent. Exactement. Donc, de base, quelqu'un que tu as bien nommé en tant que conseiller, tu y crois fermement, j'ai rendez-vous avec mon conseiller samedi. Donc, pour toi, c'est un bienfaiteur. Mais c'est un commercial. Il est là pour te vendre des produits financiers. Exactement. Il n'est pas là pour t'aider. C'est pas un bienfaiteur. Donc, déjà, les mots sont faits en sorte que on soit déjà soumis un peu à une dictate de ça. Donc, quand quelqu'un est ton conseiller, tu peux pas le remettre en cause, parce que c'est ton conseiller. Même quand il l'appelle, ils ont un problème, ils disent, j'ai rendu avec mon conseiller samedi, après je te réponds. Donc, c'est lui qui va te donner la solution, en fait. Un commercial. Mais il va te vendre un crédit à la consommation. Il va te vendre un truc où il y en a un intérêt à gagner. C'est un commercial. Il est là pour défendre les intérêts de sa société. Exactement. Donc, déjà, le premier piège, il est là. Eux, ils ont fait leur stratégie commerciale, mais toi, tu as adhéré à quelque chose qui est carrément faux. C'est pas ton conseiller. C'est un commercial d'une société. Voilà. Donc, votre banquier n'est pas votre... Donc, déjà, psychologiquement, il y a déjà le piège. Le premier piège, il est là. Après, les autres pièges, je les nomme dans le livre. On va pas s'attarder là-dessus. Sinon, ça va être très long. Exactement. Mais le premier problème, c'est l'approche déjà psychologique qu'on a. Exactement. Vous avez compris, hein. Donc, je voulais en savoir plus par rapport aux pièges que les banques nous tendent dans le livre de la troisième voie. Et par rapport à ça, si tu parles des business à 0 €, idées business, peux-tu nous donner juste une seule idée business à 0 € que nos auditeurs pourront mettre en place? Déjà, les business à 0, il y en a beaucoup. Ça peut se reposer sur une chose, hein. Tu sais, on appelle ça en anglais le bootstrapping. Ça veut dire que c'est faire quelque chose de façon de gagner ses premiers euros en dépensant. Ça peut être du conseil, ça peut être du consulting, ça peut être toi qui, par exemple, toi qui es dans le digital. Demain, on peut t'appeler, tu t'arrives ton conseil, ou une femme qui sait faire de la cuisine, tu vois, qui va donner des conseils de cuisine ou qui va aider des gens. Avec ces premiers euros-là, elle va réinvestir dans le marketing, dans son truc, et on a grossi de manière organique. Ça peut être ça. Ça peut être des gens qui connaissent, il y a des femmes africaines aujourd'hui qui viennent d'Afrique, qui connaissent le Wolof, qui connaissent le Lingala, qui connaissent, après traductrice. Donc, traduire. Donc, ça peut être du bootstrapping. Donc, il y a plein de domaines aujourd'hui qu'on peut tous faire. Des business 0 €. Même des gens qui sont dans des salles. Il y en a, ils sont à la mairie, ils ont une association, ils peuvent avoir une salle. Ils disent, bon, je vais faire aujourd'hui un événement où on va tous se connaître. Tac, la salle, tu l'as, ok, 5 € par tête. Ça commence déjà par là. Tu vas gagner peut-être 100 €, tu vas réinvestir dans un truc, un logo, un truc. Et ensuite, tu gagnes de l'argent, mais après, tu réinvestis. Il faut pas non plus tout consommer de façon organique. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, quand ils gagnent un peu d'argent, ils consomment tout. Alors qu'ils doivent rien. Le bootstrapping, c'est de gagner ses premiers gains avec 0 €, avec simplement ce qu'on sait. Et après, même un autre exemple, la mise en relation. Toi, tu fais digital. Moi, je connais quelqu'un qui est entrepreneur, qui a pas de site internet. Si je te ramène des clients, est-ce que tu peux gagner une commission? Voilà. Ok. S'il fait mon site, tu gagnes 100 €. Je vous mets en relation, vous mettez d'accord. Tu m'envoies mes 100 €, c'est de la mise en relation. Effectivement. Donc, est-ce que j'ai eu besoin d'avoir une compétence particulière? Non. On prend même ton affaire, je les mets dans mes stories réseaux sociaux. Les gens disent, ah, mais c'est qui ce gars-là? Ah, je peux te le présenter, tiens, ses coordonnées. Tu les mets en relation. Tu gagnes quelque chose. Et avec ça, tu peux commencer déjà à gagner tes premiers gains. Business à 0 €. Tout simplement. Donc, vous avez tous les éléments là dans le livre.
Tu insistes sur le fait qu'on peut aider les autres tout en s'enrichissant. Pourquoi investir dans la communauté est-il si important selon toi? C'est important parce que déjà, faut nommer ce qu'est une communauté. C'est des gens avec qui tu as des choses en commun. C'est ça la réalité d'une communauté. Comment tu peux dire que tu as une communauté où tu vis d'une façon communautaire? Ces gens-là, dans cette communauté-là, il y a des gens qui ont des business. Peut-être que ces gens-là, il leur faut de la trésorerie, ou il leur faut du marketing, ou il leur faut plein de choses d'ordre financier. Toi, tu peux investir 100, 200 euros dans ces sociétés-là. Après, contrat, tout ça, il faut tout ficeler aujourd'hui. Il y a des contrats, tout ça, vous faites de façon claire, et tu es actionnaire. Et dans le livre, je dis pas que ça. Une fois que tu as investi dans ces sociétés-là, aujourd'hui, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on est tous des commerciaux. Oui. On a tous un réseau social où il y a des gens. Une fois que tu as mis de l'argent dans ces sociétés-là, tu peux prendre ces marques-là, les mettre sur tes réseaux sociaux. Exactement. Les gens ont besoin de savoir que la marque t'appartient. Je peux dire, c'est une amie à moi qui a une société. Mais tu as misé dedans. Donc, tu veux cette société-là, tu la mets en avant sur tes réseaux, tu dis à ta famille de mettre en avant ça, et tu l'aides à avoir des clients. Plus cette société va gagner de l'argent, plus tes gains, tu vas les récupérer des gens. Plus tu es amené à gagner des bénéfices. Et c'est ça, investir de manière communautaire. Ça veut dire que je m'investis 2 fois. 1, financièrement. 2, je suis avec les moyens que j'ai. Et les moyens qu'on a aujourd'hui, on a tous les mêmes moyens. Exactement. On a les réseaux sociaux, on a l'entourage. Donc, c'est ça. 80 contacts dans notre téléphone. Au lieu de mettre de l'argent dans les sociétés que nous-mêmes, qu'on ne maîtrise pas, commençons déjà par nous et mettre où on croit. Et tu sais que cette femme-là est faite pour les cheveux et ça va aider les cheveux afro. Pourquoi tu vois pas avec elle quel deal on peut mettre en commun? Alors qu'on nous pousse à investir chez Apple, chez Microsoft, chez tout, alors qu'on peut investir dans des business. Ouais, après, il y a des gens qui ont choisi cette voie-là. C'est une voie. Mais cette voie-là n'est pas la seule voie. C'est ce que moi je dis dans mon livre. Je n'oppose pas les voies, mais j'explique qu'il y a plusieurs voies. Il n'y a pas que ceux qu'on met en avant. Il y a aussi d'autres voies. Exactement. Dont la troisième voie. Dans la troisième voie. Si tu devais résumer la troisième voie en une seule phrase, laquelle choisirais-tu? La voie de la solution. La voie de la solution. La troisième voie, la voie de la solution. Pour quelqu'un qui se sent bloqué financièrement, quel serait ton premier conseil pour l'aider à avancer? Bloqué financièrement? Oui. Donc il est bloqué dans l'ascenseur, quoi. Ah, il est bloqué. C'est ça. Effectivement. Je l'inviterai à tout revoir. À te revoir. Je l'inviterai déjà à trois- peut-être déjà prendre un consulting chez quelqu'un. Pourquoi pas avec toi? Ouais, bah, s'il m'appelle, on pourrait déjà définir déjà ce qu'on pourrait faire. C'est quoi son blocage? Parce que je pense que quand l'ascenseur il est bloqué, il y a quelqu'un qui dépanne quand même. Exactement. Donc je peux être le dépanneur. Il y a pas de problème. Vous êtes bloqué financièrement. Ça me dérange pas. Vous pouvez contacter l'auteur Mamadou Malé, la troisième voie. Il peut acheter le livre. Et il y a mon adresse, il y a mon adresse mail. Hein. Voilà. Ça peut dépanner. Exactement. Commencez déjà par acheter le livre, le lire, et après ensuite. Il y a une adresse mail. S'il a des questions, il m'envoie par mail les questions. Je peux lui répondre volontairement. Il n'y a pas de problème. Super. Et avec les générations Y et Z, qui ont des besoins et des attentes différents, comment vois-tu l'évolution de la gestion financière des années à venir? En fait, ce qui est drôle dans ce livre, c'est ce que je mets en avant. Il y a un chapitre où je mets investir sur soi avec 0 euros. En tout cas. Tu sais, je parle de quoi dans ce chapitre-là? Je parle de l'IA. J'explique qu'avec l'IA, tu peux dire, parce qu'en fait, investir en soi aujourd'hui, tu peux le faire gratuitement avec l'IA. Il y a des applications IA qui sont gratuites. Comme, je pense, c'était une POE. Elle est gratuite. Tu la télécharges, elle est gratuite sur ton téléphone. Tu la prends, tu peux te éduquer à des compétences juste avec l'IA. Et j'explique toute la stratégie que tu dois faire. Juste avec l'IA. Ça veut dire que la génération qui arrive aujourd'hui, ils seront dans l'IA dans 10 ans. Effectivement, c'est l'IA. Donc, dès maintenant, je te dis dans le livre comment tu vas développer une compétence que tu pourras vendre. Parce que je dis, il faut parler de façon moderne. Le monde a changé. Il faut s'adapter par rapport à comment le monde évolue. Aujourd'hui, il y a un problème qu'on a. Tu sais, on a un vrai problème. Et là, je parle des afros, là. Tu sais, on est dans le débat aujourd'hui de site internet, pas site internet. On est dans ça aujourd'hui. Alors que il y en a, ils sont encore dans la blockchain. Il y en a, ils sont dans la blockchain. Il y a le cloud. Donc, t'es obligé de dire aux gens, mais les gars, le débat que vous faites là, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Le monde, il va à une vitesse. Et on doit pas lutter contre ça. On doit s'adapter. On doit s'adapter. C'est ce que, et c'est pour ça que l'éducation financière, je la mets de manière adaptée. On doit s'adapter à toutes les générations. Parce qu'on est dans le monde du digital aujourd'hui. Exactement. Je suis dans le digital, donc je sais quelque chose, effectivement. Donc, et du coup, y a-t-il un conseil secret que tu n'as pas encore partagé qui pourrait transformer la vie financière des éditeurs? Un conseil secret, ou faut acheter le livre? Je le mets dans le livre, le conseil secret, mais je vais en citer un, c'est dans les hommages. Je dis que si tu veux vraiment relever ta situation financière, il y a quelque chose que tu ne dois pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'être incompris. Faut pas avoir peur d'être incompris. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux
mieux gérer tes finances. Et souvent, les gens autour de toi ne comprennent pas. C'est comme des drogués. Si demain, tu te drogues, t'es entouré de drogués. Quand tu drogues au début, tu drogues, t'es content. Exactement. Après, tu t'entoures de drogués. Devient ta communauté des drogués. Maintenant, quand tu décides que tu vas quitter la drogue, eux, ils vont te détester. Parce que tu leur ressembles moins. Ils vont te critiquer. Jusqu'au jour où tu vas commencer à faire du sport et tu auras une vie de famille, ils vont te dire, ah, franchement, il était avec nous, mais t'as vu comment il a réussi. Mais au début, tu seras incompris. Accepte ce côté-là. Ok. Accepte que tu as compris. C'est la première phase. On te comprend pas. Jusqu'au jour où tu arrives à cette on te dit, ah, il avait raison. Non, ils diront même pas que tu as raison. Ils diront, je le savais. On savait qu'elle arrivait. Genre, c'est évident. Ouais. Or, avant, ils te combattaient. Malheureusement. Donc, n'aie pas peur d'être incompris quand tu vas changer ta gestion des finances. Où peut-on se procurer ton livre? Mon livre sur Amazon, tu tapes La Troisième Voie, Malé Mamadou. Il est disponible sur Amazon, tout simplement. Voilà, La Troisième Voie. Et quels sont tes projets futurs, Mamad? En termes d'éducation financière, il y en a un qui est en test de faisabilité. J'en ai parlé à personne. Peu de gens le savent. Là, j'en parle qu'à toi. Ah, exclu les gars, exclu. En fait, là, on est sur un test de faisabilité. C'est de monter une société d'achat-revente. Super. Où on va, après dans le livre, j'en parle comment acheter des biens sans passer par les banques. Wow. Parce qu'il y a des gens qui font pas de crédit bancaire. Exactement. Ils font que des trucs éthiques. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'ai parlé parce que quand j'ai écrit cette phrase-là, je l'ai écrit avec un notaire. C'est ça, je l'ai écrit avec un notaire pour bien, je mets des choses qui sont vraiment réelles, concrètes. Et quand j'ai fini cette phrase-là, j'ai parlé avec des experts en leur disant, mais est-ce que c'est pas possible de créer une société où on peut acheter des biens nous-mêmes, les refaire et les vendre aux gens, ils pourront les acheter à nous directement, avec la technique que j'explique dans le livre, sans passer par une banque. Il n'y a pas d'intermédiaire de banque. Si on dit c'est 200 000, il n'y a pas d'intérêt derrière, tu passes par nous. Et le bien est déjà acheté, etc. Donc, en termes de faisabilité, j'ai vu l'expert comptable et tout, c'est bon. Maintenant, on passe sur les trois, il y a plusieurs phases dans ce projet-là. Donc, en termes d'éducation financière, le projet qui arrive, c'est des projets concrets. C'est pas, quand je dis concret dans le livre, c'est pas concret façon de parler. C'est concret de manière, au début, il faut sensibiliser, montrer que ça existe, montrer aux gens. Et après, quand tu ramènes le projet, je serai pas seul sur le projet, il y aura pas mal de gens, mais quand on va ramener le projet, bah, les gens seront déjà conscients que c'est possible. Donc voilà. Et c'est ça aussi, voilà. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Super. En tout cas, merci beaucoup, Mamadou. Merci à toi déjà. On m'a pas accordé le temps ton temps, en fait, pour faire cette merci à toi. Merci d'avoir répondu à toutes les questions que je t'ai posées pour pouvoir éclairer nos auditeurs et aussi pour qu'ils puissent aussi être intéressés d'acheter ton livre. Tu sais qu'il y a une phrase qu'on dit dans ma tradition, qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Dieu. Ça veut dire que tu dois remercier les hommes. C'est une manière de remercier Dieu. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont du mal avec le merci. Et après, ils disent que ouais, j'ai des problèmes dans ma vie. Non, t'as pas remercié les hommes, tu remercies pas Dieu. Voilà, la meilleure façon de vivre mieux dans ce monde-là aussi, c'est la gratitude. Wow. Si je suis invité là aujourd'hui, c'est pas moi qui l'avais, c'est toi qui m'invite. Donc, tous les honneurs viennent à toi à la base. Moi, je suis juste un serviteur. Merci beaucoup, Mamadou. Pas de souci. La communauté Quoi les hommes, quoi les femmes, nous avons reçu Mamadou Malé aujourd'hui, l'auteur de La Troisième Voie, donc un livre, un véritable guide d'éducation financière, un guide pratique. Donc, allez-y l'acheter. Et voilà, si vous avez besoin de tous les conseils qu'il faut, une fois que vous avez lu ce livre, il est là, il est présent pour le contacter. Il est très disponible, très accessible. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire par rapport à cette vidéo que nous allons tourner par rapport à l'éducation financière. Et dites-nous aussi comment vous gérez vos finances. Quelles sont les choses pratiques que vous avez mis dans votre quotidien pour mieux gérer vos finances. Donc, merci beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt pour une autre interview, un autre invité. Très bientôt. Au revoir.